En fonction du terrain, c'est pareil. Un enfant qui a un terrain particulier va tolérer mieux les décompensations d'anémie qu'un enfant qui n'a pas de terrain particulier. Le mode d'installation, c'est pareil. Plus une anémie s'installe de façon brutale, plus elle est moins tolérée, ou bien moins elle est tolérée. D'accord? Plus l'installation est progressive, mieux est la tolérance. Donc, comprenez les mécanismes comme cela, et cela permet d'avoir une idée sur les circonstances de découverte. Un enfant drépanocytaire, son anémie peut être découverte à l'âge de 6 ans, à l'âge de 7 ans, etc. Pourquoi? C'est chronique. Et l'enfant a eu le temps de s'adapter. Un enfant qui a saigné, je vous ai donné l'exemple hier, dès que le saignement dépasse les limites, il est symptomatique. Voyez un peu, donc les circonstances de découverte varient en fonction de l'âge, en fonction du terrain et en fonction du mode d'installation. Vous citez quelques éléments. Mais ce qui est important, c'est surtout l'examen physique. L'examen physique, encore une fois, même si ce n'est pas un enseignement, gardez cette logique et cette cohérence de faire vos examens de la tête aux pieds. Cela vous permet de ne rien oublier comme appareil. Ayez l'habitude de respecter les 4 temps de l'examen, de l'inspection à la perfusion. Inspection, palpation, perfusion, auscultation. Si vous n'avez pas la possibilité d'appliquer un temps de l'examen, vous laissez tomber. Mais respectez les 4 temps partout où vous serez. Que ce soit à la garde, que ce soit à la visite, que ce soit dans les consultations, respectez les 4 temps et ayez l'habitude d'examiner les enfants de la tête aux pieds. Si vous le faites, vous aurez de bons diagnostics. Et vous ne risquez pas de passer à côté des choses qui peuvent après vous rattraper. Rien qu'à l'inspection, vous posez le diagnostic d'une anémie sur la base de la pâleur. Ici, vous n'avez besoin que de la pâleur. Pour le diagnostic positif, en tout cas. Tout ce qui va venir en plus de la pâleur, vous allez l'utiliser dans le diagnostic étiologique. Et je crois qu'il y a eu un petit lapsus parce qu'il y a eu des éléments qui sont apparus et qui devraient être utilisés dans le diagnostic étiologique. Donc, les constantes, ne les oubliez pas. Après l'examen général, le coup d'œil, pâleur, etc., vous faites les constantes et mensuration. Donc, quand on parle d'anémie, les constantes, c'est important. Rien que la tachycardie, rien que l'hypotension artérielle, rien que la saturation en oxygène vous oriente sur l'état de tolérance de cette anémie en fonction du terrain, bien sûr. Donc, c'est important d'avoir les constantes et des mensurations et maintenant de faire l'examen de tous les appareils. En s'appesantissant, bien sûr, sur l'appareil d'appel qui est ici l'examen cardiovasculaire et cutanéo-phanérien. D'accord? Donc, c'est le cœur qui va exprimer le retentissement et la peau, éventuellement, et les muqueuses. Ensuite, vous faites les examens complémentaires. Pour le diagnostic positif, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Vous faites juste l'hémogramme. Vous avez le taux d'hémoglobine. Vous retournez à votre définition et vous vérifiez. Est-ce que vous répondez aux critères de définition? Si oui, vous avez posé votre diagnostic. Vous n'avez pas besoin d'autres choses. Tout le reste va venir dans la deuxième partie pour discuter maintenant cette anémie-là. La classer dans un tiroir sous forme d'algorithme. J'ai beaucoup aimé l'algorithme de la fin. Moi, je l'attendais au tout début. Après avoir fait ce diagnostic-là, si vous voulez vous rechercher un retentissement, parce que c'est un plan diagnostic, et le retentissement vous permet de régler les problèmes d'urgence. S'il y a un risque immédiat sur le plan hémodynamique, vous faites la prise en charge. Sur le plan cardiovasculaire, vous faites la prise en charge et vous avancez. Donc, cela vous permet de stabiliser votre enfant et de passer à la suite. Parce que si l'enfant n'est pas stable, vous ne pourrez jamais faire la recherche étiologique. Donc, il faut faire la recherche étiologique sur un terrain qui est stable, qui est à l'abri de tout danger. Vous êtes tranquille, il est installé confortablement et vous continuez vos explorations. Et ces explorations vont vous permettre maintenant de peaufiner, d'améliorer votre qualité de prise en charge parce que vous allez faire du symptomatique et de l'étiologique. Mais si vous ne faites pas le traitement, la recherche étiologique, vous allez encore continuer à faire du symptomatique et après l'enfant va sortir, va rentrer, il va revenir encore et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vous allez faire du surplace, c'est pas bien. Donnez-vous toujours le temps et les moyens d'explorer les enfants lorsqu'ils viennent vous voir. Parce qu'encore une fois, vous êtes des pédiatres. Vous avez une spécialisation différente du médecin généraliste. Lui, il peut se permettre de faire du traitement symptomatique, mais vous, non. Dites-vous bien, à chaque fois que je reçois un enfant, il est venu pour un symptôme. Et il doit sortir de ma consultation avec un diagnostic. Et c'est ce diagnostic que vous allez traiter. Maintenant, si vous ne trouvez pas le diagnostic le jour même, vous vous donnez le temps et les moyens d'explorer et de continuer à explorer jusqu'à ce que vous ayez un diagnostic.
Si vous n'avez pas de diagnostic, maintenant vous faites appel à des spécialités pour vous aider à avancer. Il ne faut jamais faire des symptomatiques comme on le fait dans la médecine générale ou dans la médecine paramédicale, c'est pas bien. C'est vraiment une spécialisation. Le diagnostic de gravité, c'est relatif. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, diagnostic de gravité. Encore une fois, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je vous propose ce qui me paraît logique. Après avoir fait le diagnostic positif, vous avez éliminé avec le diagnostic différentiel, vous faites le diagnostic de retentissement. Et c'est dans ce retentissement que vous allez voir qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave. Parce que quand vous faites le diagnostic de gravité, cela veut dire que tout ce qui n'est pas grave, vous n'allez pas vous appesantir là-dessus. Alors qu'un enfant peut faire un retentissement qui n'est pas grave. Donc, si vous ne faites que ce qui est grave, vous passez à côté de beaucoup de choses qui peuvent s'aggraver secondairement. Donc, moi, je propose que vous restiez classique, parlez du diagnostic de retentissement et vous cherchez tous les retentissements possibles, graves ou pas. Et après, vous faites la CAT d'urgence. La CAT d'urgence, vous pouvez la faire soit avant, soit après, mais l'idéal, c'est de la faire après le diagnostic de retentissement parce que le retentissement également, il peut être grave. Donc, prenez en charge tous ces retentissements-là et maintenant, vous continuez votre prise en charge en abordant le diagnostic étiologique, qui est le gros. Toujours les 3 temps, l'enquête anamnestique, l'enquête clinique et l'enquête paraclinique. Tout en sachant que ici, l'enquête clinique et paraclinique sera beaucoup plus développée parce que cela va vous orienter vers les causes probables. L'enquête anamnestique, vous partez toujours des données d'interrogatoire avant la naissance, pendant la grossesse et après la naissance. Avant la naissance et pendant la grossesse. C'est anténataux, pernataux et postnataux. Anténataux, c'est toujours concernant la grossesse. Et plus l'enfant est jeune, plus ses antécédents ont de la valeur. Le nouveau-né et le nourrisson, vraiment, intéressez-vous à l'histoire de la grossesse, le terrain maternel, les pathologies maternelles, le suivi de la grossesse, supplémentation à faire, mode d'alimentation, etc. Pendant la naissance, recherchez des hémorragies perpartum, si c'est un nouveau-né ou un nourrisson, un jeune nourrisson. Donc, votre interrogatoire doit être calé à votre terrain et à votre examen physique en fonction de ce que vous avez. Vous recherchez des éléments qui peuvent vous aider à avancer. Mais si vous avez un adolescent de 14 ans, par exemple, qui n'a pas présenté de signes de maladie constitutionnelle, vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas très pertinent d'insister sur les antécédents anténataux. Si vous pouvez en parler, c'est bien, mais pas s'appesantir là-dessus, comme si c'était un nouveau-né ou un nourrisson. Diagnostic de gravité, voilà. Donc, c'est dans le diagnostic de gravité que vous avez glissé des signes ou bien des éléments qui, en principe, devraient attendre le diagnostic étiologique. Donc, ça, il faut les répertorier et les sortir de là-bas. Tout ce qui est signe spécifique d'une cause, vous les mettez dans le diagnostic étiologique. Le diagnostic de gravité recherche juste des compensations, c'est-à-dire un retentissement. Ce ne sont pas des éléments spécifiques, ce sont des éléments non spécifiques qui retentissent sur l'état général de l'enfant. On a parlé de l'enquête. Ensuite, l'examen, je vous ai dit, l'examen, c'est toujours la même chose. Les 4 temps et tous les organes. Ça, vous l'appliquez partout. Les 4 temps et tous les organes. Mais ici, l'examen devrait être orienté. En fonction des signes que vous avez, vous allez dire, j'ai une pâleur, donc je vais commencer par quel appareil? Qu'est-ce que je vais chercher? Quelle devrait être l'origine